La Cour suprême des États-Unis a rendu une décision qui a profondément secoué l'architecture de la politique commerciale de Donald Trump. Par 6 voix contre 3, une majorité réunissant juges conservateurs et progressistes a tranché. Le président n'avait pas le droit d'utiliser la loi d'urgence de 1977 pour imposer des centaines de milliards de dollars de taxes sur les importations. Pas une simple recommandation, mais une décision constitutionnelle définitive. Pourquoi est-ce important pour vous? Parce que la guerre commerciale que vous observez depuis plus d'un an, les tarifs, les représailles, les négociations tendues, vient d'entrer dans une nouvelle phase, pas forcément plus simple, mais différente. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut regarder 3 choses: ce que la Cour suprême vient de faire tomber, ce qui reste toujours en place, et ce que Mark Carney prépare pendant que toute l'attention est tournée vers Washington. Si vous n'avez jamais entendu une explication claire de pourquoi l'IEEPA était l'arme commerciale la plus puissante de Trump contre le Canada et pourquoi sa disparition ne règle pas tout, c'est exactement ce que nous allons analyser ensemble dans les prochaines minutes. Abonnez-vous si vous voulez suivre cette situation avec des faits vérifiés et une analyse structurée. Pourquoi cette décision arrive maintenant? Voici le paradoxe de cette semaine de février 2026. La Cour suprême vient de bloquer les tarifs les plus larges et les plus flexibles de Trump, ceux qu'il pouvait ajuster presque instantanément, sans vote du Congrès, simplement par décret présidentiel. Et pourtant, quelques heures après la décision, Trump a annoncé une surtaxe globale de 10% sur toutes les importations. Le lendemain, il l'a portée à 15% sur Truth Social, soit le maximum autorisé par la loi qu'il utilise. Désormais, ce n'est pas un recul, c'est un pivot stratégique. Pour comprendre ce que cela signifie pour les entreprises canadiennes, les exportateurs européens et les négociateurs commerciaux, il faut regarder ce que Trump vient de perdre et ce qu'il tente de reconstruire. La décision de la Cour suprême est l'aboutissement d'une longue bataille judiciaire. Elle a commencé dès l'entrée en vigueur des premiers tarifs IEEPA en 2025. Des petites entreprises importatrices, une coalition d'États américains et même un importateur de vin de Louisiane ont contribué à porter l'affaire jusqu'à la plus haute juridiction. Si vous trouvez ce niveau de détail utile, parce que la plupart des médias ne racontent qu'une partie de l'histoire, le bouton like aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes. Mais le point central du jugement dépasse la question des tarifs. Il concerne la question du pouvoir présidentiel. Pourquoi Trump utilisait cette loi? Quand Trump revient au pouvoir début 2025, il cherche un outil lui permettant d'agir vite, fort et sans passer par le Congrès. Il le trouve dans l'International Emergency Economic Powers Act, IEPA, de 1977. Avant lui, cette loi servait surtout à geler des avoirs étrangers ou imposer des sanctions ciblées, jamais à instaurer des tarifs massifs sur presque tous les partenaires commerciaux des États-Unis. 3 raisons expliquent pourquoi cette loi était son arme favorite. 1. La vitesse. Les tarifs pouvaient être imposés immédiatement par décret. 2. La flexibilité, aucun plafond clair, aucune durée fixe. 3. L'ampleur, plus de 160 milliards de dollars de recettes douanières ont été collectées grâce à ces tarifs. C'est précisément cet outil que la Cour suprême vient de neutraliser, mais tout n'a pas disparu. Les tarifs sur l'acier, l'aluminium ou certains secteurs spécifiques restent en place car ils reposent sur d'autres lois commerciales. La question qui se pose maintenant est donc simple. Avec quoi Trump remplace-t-il l'IEEPA? Sa réponse est la section 122 du Trade Act de 1974. Cette loi permet d'imposer une surtaxe globale de 15% maximum pendant 150 jours. Après ce délai, le Congrès doit voter pour la prolonger. Trump a immédiatement utilisé cette option. 3 éléments sont importants. 1. Une limite de temps claire, expiration le 24 juillet. 2. Une base juridique fragile. 3. Une stratégie de transition pendant que des enquêtes commerciales plus durables sont lancées. Et pour le Canada, beaucoup ont présenté la décision de la Cour suprême comme une victoire claire pour le Canada. La réalité est plus nuancée. Près de 89% des exportations canadiennes vers les États-Unis n'étaient déjà pas touchées par les tarifs IEEPA grâce à l'accord commercial nord-américain. Mais les secteurs les plus sensibles, acier, aluminium, bois, automobile, restent soumis à d'autres tarifs. Autrement dit, la décision est importante, mais elle ne règle pas les problèmes principaux.
Trois trajectoires sont désormais possibles. 1. Stabilisation négociée. La fenêtre des 150 jours sert à négocier un accord commercial plus large. 2. Escalade commerciale. De nouveaux tarifs sectoriels apparaissent via d'autres lois. 3. Incertitude prolongée. Les mesures expirent, mais aucune solution durable n'est trouvée. Selon vous, lequel de ces scénarios est le plus probable? Je lis tous les commentaires, Betty, et les retours de terrain sont extrêmement précieux. Pendant ce temps, Marc Carney agit 3 jours avant la décision de la Cour suprême. Le Premier ministre canadien annonçait à Montréal une nouvelle stratégie industrielle de défense de 6,6 milliards de dollars. Objectif, augmenter la part des contrats attribués aux entreprises canadiennes, créer jusqu'à 125 000 emplois, renforcer l'autonomie industrielle du pays. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Carney tente de réduire la dépendance structurelle du Canada envers les États-Unis dans un monde commercial devenu beaucoup plus imprévisible. À ce stade, il y a 3 éléments très concrets à surveiller dans les prochaines semaines. Ce sont eux qui vont nous dire si l'on se dirige vers une forme de stabilisation ou vers une nouvelle phase de confrontation commerciale. Premier point, les tarifs sur l'acier, l'aluminium et l'automobile. C'est probablement le meilleur baromètre de la relation réelle entre Washington et Ottawa. Pourquoi? Parce que ce sont ces secteurs qui concentrent aussi une grande partie de la pression économique et politique. Tant que ces tarifs restent en place, il sera difficile de parler d'un véritable apaisement, même si certains grands tarifs généraux ont été bloqués par la Cour suprême. Si au contraire, on commence à voir des assouplissements, des exemptions élargies ou des signaux d'ouverture dans ces secteurs, ce sera l'indice qu'une négociation plus sérieuse est en train de prendre forme. Autrement dit, ce n'est pas seulement ce que Washington dit qu'il faut observer, mais ce qu'il fait sur ces industries stratégiques. Deuxième point, le vote éventuel du Congrès américain sur la prolongation des tarifs après le 24 juillet. C'est un moment clé parce qu'il va permettre de mesurer une chose très importante. Est-ce que la stratégie commerciale de Trump bénéficie d'un appui politique durable ou est-ce qu'elle commence à rencontrer des limites à l'intérieur même du système américain? Tant que l'administration agit seule, elle peut maintenir une posture agressive. Mais au moment où le Congrès doit prendre le relais, le rapport de force change. Si les élus prolonge ces mesures, cela enverra un signal très clair. La ligne dure ne dépend pas seulement de Trump, elle s'inscrit plus profondément dans la politique américaine. En revanche, si le Congrès hésite, freine ou refuse, cela révélera que la coalition politique derrière cette stratégie est moins solide qu'elle n'en a l'air. Troisième point, les résultats des enquêtes commerciales lancées par l'administration Trump. C'est peut-être l'élément le plus important à moyen terme. Pourquoi? Parce que ces enquêtes peuvent servir de fondation juridique à une nouvelle génération de tarifs plus ciblés, plus durables et parfois plus difficiles à contester politiquement. La décision de la Cour suprême a bloqué un outil, mais elle n'a pas empêché l'administration de chercher d'autres bases légales pour poursuivre sa stratégie. Si ces enquêtes débouchent sur de nouvelles mesures contre des secteurs clés, cela voudra dire que la guerre commerciale ne disparaît pas, elle se réorganise, elle change de forme, elle change de justification, mais elle continue et c'est précisément pour cela que ces 3 signaux doivent être lus ensemble. Si les tarifs sectoriels commencent à bouger, si le Congrès refuse d'aller plus loin et si les enquêtes tardent ou échouent à produire de nouvelles sanctions, alors on pourra parler d'une possible stabilisation du commerce nord-américain. Mais si les tarifs sur l'acier, l'aluminium et l'automobile restent élevés, si le Congrès prolonge la pression tarifaire et si les enquêtes débouchent sur de nouvelles mesures, alors il faudra conclure que la fragmentation continue et qu'elle pourrait même s'installer durablement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Cour suprême n'a pas mis fin à la guerre commerciale, elle n'a pas fermé le dossier, elle a déplacé le combat, elle a retiré à Trump son outil le plus rapide, le plus large et le plus flexible. Mais elle ne l'a pas privé de toute capacité d'action. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est donc pas la disparition de la confrontation commerciale, c'est le terrain sur lequel elle se déroule. Et pendant que Washington cherche de nouvelles voies pour maintenir la pression, Ottawa, lui, tente de construire une stratégie capable de résister à cette instabilité. Cela veut dire protéger ce qui peut l'être à court terme, mais aussi réduire sur le long terme la vulnérabilité structurelle du Canada face à un partenaire devenu beaucoup moins prévisible. Nous sommes donc dans un moment charnière.
pas un moment de résolution, un moment de transition. Les prochaines semaines vont nous dire si cette transition débouche sur un rééquilibrage négocié ou sur une nouvelle montée des tensions. Abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre cette situation avec des sources vérifiées et des analyses structurées. Activez les notifications pour ne pas manquer la prochaine vidéo où nous analyserons en détail la renégociation de la CUM prévue en juillet 2026. Et si vous travaillez dans l'automobile, l'aluminium, la forêt ou dans un autre secteur exportateur, partagez votre réalité dans les commentaires. Ce qui se passe sur le terrain permet souvent de comprendre bien plus vite ce qui est réellement en train de changer.